Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi l'espace Lamennais 2 pour la suite de votre programme au Forum économique breton. Je m'appelle Gaëlle Bouffard, je suis animatrice journaliste et je suis avec vous pendant 45 minutes, également avec nos invités que je vais vous présenter dans un petit instant, pour aborder un sujet très important qui est celui de la transformation digitale et de son pouvoir pour accélérer les transitions. C'est justement le sujet que nous allons aborder avec nos 4 invités que je vais vous présenter immédiatement. D'abord, Carole Davis-Filler, qui est directrice numérique responsable chez Accenture. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Jean-Marc Escalette, qui est directeur Orange Grand Ouest. Bonjour. Gwenok Graal, qui est président du CROEC Bretagne, donc vous représentez l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Et Nicolas Seba, qui est managing director consulting chez Niji. Bonjour. Bonjour à tous. Alors pour démarrer, donc on va parler, vous l'avez compris, de transition, de transformation. Et la première étape dans une transformation, ça consiste parfois à ne pas nuire. Ne pas nuire, c'est justement un sujet que vous abordez chez Accenture. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous abordez ce sujet du ne pas nuire? Oui, effectivement, parce qu'on est tous au courant, tant en tant qu'individus que dans nos entreprises ou institutions, que la technologie, le numérique, nous donne des super pouvoirs. C'est vraiment une force incroyable. Mais il y a un côté sombre de la force. Et le côté sombre, c'est vraiment ces impacts environnementaux, sociaux, éthiques à mettre sous contrôle. Alors les impacts environnementaux, vous connaissez la multiplication des équipements, vous êtes peut-être vous-même au-delà des 8 par moyenne en France dans un ménage. Les entreprises, de plus en plus d'objets connectés, ça veut dire quoi? Ça veut dire de plus en plus de ressources qu'on va creuser, de métaux rares parfois, d'énergie consommée et donc d'impact carbone. Ça veut dire au bout de chaîne de plus en plus de pollution des déchets. Donc il y a cet enfer numérique que Guillaume Pitron a décrit dans un livre, alors qu'il faut mettre sous contrôle et en allant vers le techno-discernement, le juste nécessaire, l'éco-conception, et on aura l'occasion d'en parler. Et sur le volet sociétal, maintenant, comment est-ce qu'il s'illustre le ne pas nuire? Alors ne pas nuire, pour le volet social, c'est être dans un rapport à l'humain qui valorise l'humain, à commencer par rendre le numérique accessible au plus grand nombre. Si je suis non malvoyant, comment est-ce que je peux accéder à tous les services de l'État? Si je suis étudiante Parcoursup, comment je peux avoir confiance dans les algorithmes qui n'introduisent pas de biais, on l'espère? Si je demande sur ChatGPT une image d'un enfant à l'école, comment faire en sorte que on n'introduise pas, on soit le plus inclusif et que ça ne soit pas toujours un garçon blanc qui joue dans une cour d'école, etc. Donc, il y a des sujets d'accessibilité éthique, de protection des données personnelles, de règles pour ne pas introduire de biais et d'être dans un rapport à l'humain positif. Ça passe aussi par des règles très précises à suivre. Et sur ces deux volets-là que vous venez d'indiquer, à savoir le côté ne pas nuire sur le volet environnemental et sociétal, comment se situe la réflexion de vos clients? Est-ce qu'ils sont au démarrage de cette réflexion? Est-ce qu'ils sont déjà matures? Est-ce qu'ils sont réticents? Comment est-ce que vous les sentez, vos clients? Alors, bonne nouvelle, ça progresse. Vous allez me dire si vous voyez ça aussi chez vous. On a fait une étude l'année dernière, globale, 560 grandes entreprises dans le monde, et on l'a déclinée en France. Et on l'a refaite cette année. Et on l'a faite sur un index qu'on a appelé un index de maturité de la technologie responsable sur 3 axes. L'axe ne pas nuire, mettre sous contrôle les impacts négatifs. L'axe, évidemment, aussi bénéficier du côté positif de la force, donc mettre la donnée et la tech au service du développement durable, et l'axe d'écosystème qu'on décrira tout à l'heure. Et sur cet index de maturité, il y a une bonne progression de 30%, même si, et un exemple, c'est 50% des entreprises nous disent mettre dans leur cahier des charges sur les services numériques et les matériels IT des critères environnementaux, socio-éthiques. Mais ça reste très hétérogène, et un des chemins à accélérer, c'est l'éco-conception, avec
une plus grande complexité que pourrait concevoir une bouteille ou une chaise. Et vous-même, chez Accenture, comment est-ce que vous faites pour prendre le lead et être exemplaire sur ces sujets-là? Alors, notre métier chez Accenture, c'est un mastodonte de 730 000 personnes. Accenture, donc c'est plein de métiers différents, mais si je devais le résumer en un mot, c'est accompagner la transformation. Depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre. Et donc ça, on l'applique aussi sur les sujets que je viens aborder, les 3 piliers, la stratégie numérique responsable, la stratégie de la data et la tech au service du développement durable et les sujets d'écosystème. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on est hyper conscient. Et moi, personnellement, ça me fait rester chez Accenture. Après 25 ans, où chaque année, je me dis, est-ce que cette entreprise de conseil, c'est toujours le meilleur endroit pour avoir de l'impact positif? En fait, on est hyper conscient, et je suis hyper consciente de ma responsabilité. Et donc, Julie Sweet, notre PDG, nous a demandé, il y a déjà 2 ans, d'intégrer le développement durable dans tout ce qu'on fait. C'est pas facile, ça prend du temps, ça m'énerve parce qu'on lance encore des projets tech sans ça. Et là, j'ai un appel. Vous, quand vous lancez un projet IT, projet numérique, assurez-vous, même si vous êtes financier, si vous êtes acheteur, si vous êtes ingénieur vraiment dans le développement de produits, assurez-vous de mettre des exigences fonctionnelles qui vont vous aider à progresser sur le développement durable. Voilà. Alors, la durabilité par nature. Je voudrais passer la parole à Monsieur Escalette, parce que je sais qu'Orange, justement, est très engagé sur ces sujets d'empreinte carbone et de développement durable. Alors, justement, quelle est la ligne de conduite d'Orange sur ces sujets-là? Alors, sur ces sujets, le point, c'est qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont en haut de l'affiche, on va dire. Tout le monde en parle. Bon, on a commencé à travailler ces sujets depuis bien longtemps. Et de fait, aujourd'hui, le travail qui reste à faire, c'est un travail de rationalisation, de capacité à mesurer ce que l'on fait, vers où on va, quelle est la cible, comment on fait pour l'atteindre, avec des actions concrètes, précises. Et c'est ce que l'on fait. Notre objectif final, le Graal, si je peux dire, qu'on a affiché partout, c'est la neutralité carbone en 2040. Donc 10 ans avant l'obligation. Donc 10 ans avant, c'est beaucoup. Et donc ça implique énormément d'actions qui sont pour certaines bien avancées. Donc pour ceux qui comprennent bien les scopes, donc en gros, les scopes 1 et 2, on arrive à bien avancer. Sur le scope 3, c'est plus difficile. Et ça a un très gros impact. La capacité à gérer l'utilisation de ces produits par ses clients, 1, et 2, son écosystème de fournisseurs, c'est quand même la clé de tout. Et ça, pour l'instant, on avance, mais on n'est pas encore au bout de l'histoire. Alors justement, en tant que fournisseur, vous devez, Orange, justifier de votre empreinte carbone auprès de vos propres clients qui eux-mêmes se sont engagés dans une démarche vertueuse. Alors comment est-ce que vous faites justement pour répondre à leur nouvelle exigence ? Alors, la première chose que le client demande au-delà d'engagement qu'on a sur désormais la plupart des SLA dans le B2B, donc c'est la capacité à tenir un certain nombre de normes, c'est comment vous nous aidez à mesurer. Parce que la mesure, c'est complexe, c'est pas simple. Donc, on a demandé à nos équipes de chercheurs d'Orange Innovation de développer un outil qui s'appelle donc MCO2, qu'on donne à nos équipes commerciales pour qu'elles puissent accompagner nos clients dans déjà la mesure de l'impact empreinte carbone dans l'usage des outils numériques. Donc une fois qu'on a ça, on peut déjà avoir la première photo qui est là où on est. Et quelle est la cible qu'on veut bien atteindre. Sans outil de mesure, ce n'est pas possible. Donc c'est la première chose que l'on fait. Et alors comment Orange, au-delà de ça, peut aider ses clients à réduire leurs propres émissions de carbone? Je sais que vous avez plein d'indicateurs et pas mal d'outils. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Je vais essayer de simplifier, je vais aller vite. La première chose qui parlera à tout le monde, c'est le passage du cuivre vers la fibre. Donc, on consomme à peu près 3 fois moins quand on est sur la fibre que quand on est sur le cuivre à transport équivalent. Donc, c'est beaucoup. Et si on regarde la voie qu'on transporte, c'est encore plus puisqu'on économise 75% d'énergie quand on passe sur de l'IP sur la fibre. Donc, cette migration qui est en cours, qui est technologique, qui est complexe, parce qu'il faut redévelopper un réseau complètement,
c'est le premier axe. Le deuxième, on a eu des discussions quand on a lancé la 5G sur l'utilisation de la 5G. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle technologie? Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les équipements, d'une part, sont plus vertueux, puisqu'ils sont plus récents, donc ils consomment moins que précédemment, et ils transportent beaucoup plus de données. Donc en fait, la consommation à la donnée transportée est bien moindre sur la 5G qu'elle n'est sur la 4G. Donc ces nouvelles technologies qui s'accompagnent systématiquement de gains en CO2 sont des moyens de faire économiser de l'empreinte carbone globalement à nos clients, que ce soit grand public ou entreprise. Est-ce que vous avez d'autres ordres de grandeur qui, comme ça, peuvent nous donner des chiffres comparatifs, notamment en lien peut-être avec le télétravail, avec la mobilité aussi? Si on regarde, bon, le télétravail a complètement explosé avec le Covid, évidemment. Hein. Ça, je pense que tout le monde a vécu ça. Pour donner un ordre d'idée, quand même, hein, sur une entreprise de 250 personnes, le fait de pouvoir télétravailler 2 jours par semaine avec les outils collaboratifs qu'on peut fournir fait économiser 200 kilotonnes de CO2 par an. Donc, ce qui commence à être significatif pour une entreprise de 250 personnes. Après, on a d'autres types d'outils, je sais pas, de pilotage, de suivi des flottes de véhicules, par exemple, où là aussi, grâce à ces pilotages, on peut diminuer les circuits, être beaucoup plus efficace, et là aussi abaisser tout ce qui est carbone. Et puis le point, je ne vais pas tout citer, mais il y a un point que je voudrais citer qui est absolument clé dans l'économie circulaire qu'on veut promouvoir, c'est le recyclage. Le recyclage et la réutilisation. C'est dans les cahiers des charges, demander à nos fournisseurs d'avoir des durées de vie toujours plus longues. Ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est qu'on puisse recycler le matériel, soit recycler, c'est-à-dire réutiliser un matériel qui n'est pas obsolète. Et ça, on le fait massivement grâce à un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on travaille. Et le dernier point, c'est une fois qu'on arrive en fin de vie, comment on réutilise les matériaux, vous parliez tout à l'heure de matériaux, de métaux rares ou des choses comme ça. Si on est capable de récupérer ce qu'il y a dans les terminaux mobiles, par exemple, on peut le réutiliser. Donc c'est ça qu'on essaye de pousser au maximum, donc avec des programmes qu'on a pour le grand public dans nos boutiques, mais également pour les entreprises, où de plus en plus on nous demande d'avoir soit des flottes complètes de mobiles, soit des parties de flotte en mobile recyclé, chose qu'on a pu mettre en œuvre grâce aux travaux qu'on a faits. Alors on reparlera tout à l'heure de l'économie circulaire et du réemploi. Orange fait partie des premières grandes entreprises qui vont être impactées par une révolution, une grande évolution digitale dont vous allez nous parler, Gwenok Graal. Mais déjà, j'ai envie de vous demander ce que fait l'Ordre des experts comptables sur un grand plateau dédié à l'innovation et à la transformation digitale. Je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Éclairez-nous. Vous venez de le dire, je viens vous annoncer une révolution. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2026, la facture papier disparaît et ça va concerner 4 millions d'entreprises en France. Donc on peut vraiment parler effectivement de révolution. Alors ça va être une nouveauté en France, ça ne l'est pas dans d'autres pays. En Italie, ils sont passés à la facture électronique en 2018. En Espagne, c'était en 2017. Et si on prend un exemple encore plus lointain comme la Corée du Sud, c'était bien des années auparavant. Sauf qu'en France, ça va devenir une réalité. Alors, on a eu un changement de dernière minute cet été, puisqu'on a été prévenu que le calendrier initial serait décalé. À l'origine, les grandes entreprises dont Orange fait partie devaient passer au 1er juillet 2024. Donc, il y a 300 grandes entreprises en France. Les ETI, qui sont 8000, devaient passer au 1er janvier 2025. Et les 4 millions de TPE, c'était au 1er janvier 2026. Donc, on a de très fortes chances que ce calendrier soit décalé. On espère qu'il soit décalé au plus tard pour tout le monde au 1er janvier 2026. Mais en tout cas, c'est une réalité demain. Pourquoi ce décalage? On ne le connaît pas toutes les raisons. Ce que l'on sait, c'est que c'est une opération qui va être d'envergure. Le volume est énorme. C'est 2 milliards de factures qui vont transiter par, d'une part, les plateformes privées,
que les entreprises, toutes entreprises vont utiliser. Et puis, et surtout, et c'est peut-être là que ça coince, le tuyau est peut-être un peu trop petit ou pas suffisamment dimensionné, c'est que les 2 milliards de factures vont passer par la plateforme publique qui est le réceptacle pour l'administration fiscale des factures. Donc il faut effectivement prévoir un tuyau suffisamment grand. Donc les experts comptables, ils vont avoir pas mal de travail dans cette période-là, parce qu'on va accompagner les entreprises, particulièrement les 4 millions de TPE. Ça va être notre rôle de les accompagner. Les enjeux sont assez énormes. Pour le pays, dans le cadre de la lutte contre la fraude, c'est 15 milliards d'économies attendues. Pour les entreprises, c'est aussi énorme, évidemment, puisque si ce processus s'interrompt, le processus de facturation, de règlement, c'est un risque, par exemple, de ne plus être approvisionné, de voir ces approvisionnements s'arrêter, puisque facture pas payée. C'est bien évidemment un risque pour mettre en danger sa trésorerie. Et puis, à notre échelle, l'échelle des experts comptables, c'est aussi une révolution. L'enjeu est assez important puisqu'on va changer de métier et on va aussi changer de profil RH. On va recruter différemment. On ne recrutera plus les mêmes personnes ou en tout cas plus sur les mêmes critères. Et puis, on va offrir de nouvelles missions à nos clients. Et derrière cette réforme, il y a aussi tout l'enjeu de la data qui est derrière cet enjeu de facturation digitale. On va collecter encore plus de data. Est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur ce point ? Oui, imaginez ces 2 milliards de factures qui vont s'échanger, qui vont transiter par ces fameuses plateformes. Tous ces flux de factures, c'est justement cette fameuse data. Et c'est cette data qui va pouvoir être exploitée. Et c'est évidemment pour nous une formidable opportunité pour exploiter cette data. Nous allons, comme je vous le disais, proposer de nouveaux services à nos clients grâce à cette data. C'est par exemple des analyses de marge, des analyses de coûts de revient. Ça peut être également des recouvrements des impayés, règlement des factures fournisseurs. Alors on le faisait déjà peut-être, mais là, la grande différence, c'est qu'on va pouvoir le faire en temps réel. C'est-à-dire que quand l'entreprise va envoyer sa facture à son client, ça va passer par la plateforme privée. Et en temps quasi réel, on va pouvoir récupérer cette facture. Donc le temps qu'on mettait auparavant à récupérer les informations parce que les pièces n'étaient pas disponibles ou parce que l'entreprise n'avait pas la disponibilité pour nous les fournir, cette immédiateté de l'information, ça y est, on va enfin la connaître. Donc ça va être un moyen pour nous de suivre et d'accompagner au plus près les entreprises et sans doute d'améliorer la santé aussi des entreprises parce qu'on va avoir cette pertinence, ce timing qui va être quasi parfait. Donc on espère bien suivre au plus près les entreprises, améliorer leur trésorerie, améliorer le BFR. Je vais vous donner un exemple très simple et je vais prendre celui du boulanger où vous achetez votre baguette de pain chaque matin. Et bien, grâce à la facture électronique, on va donc récupérer une fameuse data. Et cette fameuse data va nous permettre de donner des informations comparatives au boulanger. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ton kilo de farine que tu achètes auprès de ton meunier, il est tant de centimes trop cher par rapport à la moyenne des boulangers en France. Et ça va pouvoir se faire effectivement en temps quasi réel. D'où, ça sera pour lui l'occasion de revoir ses marges et donc d'améliorer son résultat. Évidemment, alors je propose qu'on poursuive sur la thématique des data avec votre voisin de gauche, Nicolas Sabat pour Niji. Comment la data permet aux entreprises d'être plus performantes ? Vous avez commencé à l'aborder, monsieur Groll, mais au-delà de ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant des années, effectivement, la plupart des entreprises ont investi et beaucoup transformé le sujet de la data. Et là, depuis maintenant plusieurs minutes dont on discute ensemble, et puis je crois depuis toute la matinée, on parle beaucoup de mesures, on parle beaucoup de preuves, de concrétisation de toute cette transfo. Et ça passe évidemment par l'accès à des données. On a mené, nous aussi, une étude récemment auprès de plusieurs entreprises. Et quand on les interroge sur leur maturité autour de la donnée, autour des enjeux de la donnée, 60% des entreprises considèrent que l'enjeu premier reste celui de la performance, c'est-à-dire en quoi les données permettent
de conduire nos opérations, les opérations de l'entreprise, avec beaucoup plus d'efficacité, d'efficience. Et donc, ça passe par de l'automatisation, ça passe par de l'échange de données entre les acteurs au sein de l'entreprise, entre les acteurs au sein d'écosystèmes. Et donc, on arrive maintenant de plus en plus à des projets très concrets autour de la donnée et pas uniquement une vue de l'esprit sur la valorisation des données comme service et monétisation, mais bien comment la donnée permet de se transformer et d'améliorer la performance de nos opérations. Concrètement, 2 exemples un peu précis. On accompagne aujourd'hui un acteur dans le transport et la data dans la transformation du secteur du transport et de la mobilité est majeure. Alors, je pense qu'on le vit tous au quotidien avec nos smartphones et les applications, mais typiquement pour toutes les activités aussi d'opération, de maintenance, que ce soit du matériel roulant, que ce soit des édifices, des ponts, etc., les capteurs IoT, typiquement, permettent de remonter un certain nombre d'informations sur l'hydrométrie, sur la vitesse, sur le poids, etc. Et toutes ces données-là, agrégées, travaillées, structurées, permettent justement de pouvoir anticiper de la maintenance des bus ou des métros ou typiquement la maintenance des édifices. Et donc ces données sont vraiment clés aujourd'hui dans la structuration et la performance des opérations. Deuxième exemple, sur la mobilité électrique, on parlait dans la plénière précédente du groupe La Poste qui a un énorme chantier d'électrification de sa flotte de véhicules. Ces enjeux-là aujourd'hui sur les bornes de recharge, la disponibilité des bornes, la disponibilité des véhicules en temps réel, l'information en temps réel dont on parlait tout à l'heure, et puis évidemment le pilotage justement de toute cette activité, la donnée est clé aujourd'hui pour les acteurs, pour cette transformation évidemment d'efficience, d'efficacité, mais aussi évidemment transition écologique, énergétique. Alors justement, je voudrais qu'on poursuive sur ce volet de la transition énergétique ou transition écologique. Vous nous avez parlé de data au service de la performance, de la sécurité. Au-delà des exemples que vous nous avez donnés, est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous permettent de dire que la data, demain, elle est clé justement pour permettre aux entreprises d'accélérer leur transition écologique notamment ? Typiquement, quand on a évoqué avec M. Escalette le cas de l'outil MCO2, qui permet justement de mesurer. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de normes qui émergent et qui existent en fait déjà depuis plusieurs années, mais qui maintenant sont mises en œuvre dans les entreprises. Par exemple, sur le système de management de l'énergie, le SME, donc la norme ISO 50001, qui encourage les entreprises à mettre en place un système de management de l'énergie. Et donc ce SME, c'est quoi ? C'est pouvoir mesurer justement sa consommation énergétique, analyser, identifier les facteurs d'influence de cette consommation. Donc tout ça, ce sont des données qui sont collectées et travaillées et analysées. Et puis après, pouvoir simuler des modèles d'évaluation, d'évolution de sa consommation énergétique en fonction d'un certain nombre de facteurs. Et ainsi pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont être suivis et mesurés justement grâce à tous ces systèmes. Donc les entreprises, que ce soit dans le domaine du transport, de l'aéroportuaire, de la distribution, l'ensemble des entreprises aujourd'hui s'engagent dans la mise en place de ces SME, chacun à leur vitesse, à leur rythme, avec leurs outils, avec les enjeux de transfo et de change associés. Mais c'est une transformation qui est passionnante et la data est au cœur de cette transformation. Deuxième exemple, et puis après je redonnerai la parole, autour de justement la traçabilité et notamment la traçabilité carbone. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'écosystèmes, là aussi dans différentes industries, pouvoir travailler, définir ensemble, donc des concurrents, des fournisseurs, des clients sur l'ensemble de la chaîne, pouvoir définir des normes qui vont permettre de mesurer l'impact carbone à chacune des étapes de la chaîne, depuis l'extraction, la production, la transformation, la livraison, et qui vont après permettre de pouvoir mettre un chiffre, une valeur sur l'impact carbone du produit fini livré au client final. Et ça, c'est vraiment des révolutions qui sont en train de se mettre en place. Et surtout, ça va obliger l'ensemble des acteurs à définir un patrimoine commun de données, de référentiels et à se mettre d'accord. Voilà. Mais justement, je pense que pour en arriver là, il faut aussi être très méthodique sur cette collecte de data. Comment est-ce qu'on fait pour la rendre efficace, cette collecte ? Parce que ça paraît assez nébuleux. Ça c'est
derrière le rêve, entre guillemets, que je viens de partager, il y a des enjeux très concrets. Et très souvent, parfois, les entreprises vont plutôt directement à je veux avoir le produit fini, sans passer par les étapes de socle. Et les étapes de socle, malheureusement, on est obligé d'y passer. C'est de la collecte justement de ces données, c'est la structuration de ces données, c'est la mise en place d'une gouvernance, d'une équipe, de process. Et ça, c'est aujourd'hui les points les plus durs dans les organisations, parce que finalement, on a l'impression que ça fait des années dont on parle de la gouvernance de la donnée, de la structuration de la donnée, mais c'est un travail sans fin. C'est un peu le mythe de Sisyphe, hein, la data. Et l'enjeu aujourd'hui majeur, il est de rendre accessible cette data de manière la plus agile possible. On parle aujourd'hui de time to data, ce qui est un peu l'indicateur clé qui permet justement de pouvoir mesurer l'agilité de l'organisation à produire et à mettre à disposition de ses utilisateurs internes ou externes les données fiables, sécurisées et évidemment utiles aux utilisateurs. Alors, Carole Davis-Filler, est-ce que, comme Nicolas Sabat, vous considérez que la data pourrait être le meilleur allié de la transition des entreprises ? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. C'est la bonne donnée alliée aux bonnes fonctionnalités. C'est-à-dire, si j'ai juste des données dans le passé sur mon impact carbone, ça ne va pas m'aider à atteindre mon objectif de 2040 neutralité carbone. Donc, c'est bien la donnée, mais aussi avec les fonctionnalités que Nicolas a évoquées, de pilotage, de planification, de simulation, de scénario. Et si j'active tel levier, ça m'emmène où sur mon impact carbone? Et ça, c'est ce qu'on a fait. Un des projets que j'ai adoré faire cette année, c'est avec Renault, et Cléa Martinet, qui est la responsable développement durable de Renault, a dit tout d'un coup, grâce à ce qu'ils ont appelé la Carbon Management Platform, on a démocratisé la donnée carbone. C'est tout d'un coup, c'est plus le sujet de l'équipe RSE, c'est plus le sujet de l'équipe compliance dans l'équipe finance parfois pour cocher la case de j'ai fait le reporting. Non, non, ça devient le sujet du patron de Dacia qui va regarder au même titre que ses indicateurs financiers si à la fin de 2023, il va être à son rendez-vous de passage sur sa décarbonation, sur ses marques. C'est le sujet des acheteurs, c'est le sujet de l'engineering, etc., etc. Et donc, c'est la data avec les bons outils qui permettent de relever ce défi collectif. Alors après, il y a une autre partie très brillante de la force du numérique, c'est pas seulement de diffuser des données, c'est de mettre en relation des acteurs. Et ça, pour la transformation durable, c'est extrêmement précieux. On connaît à titre individuel la force de Vinted. Au lieu de jeter mes vêtements, je vais de Too Good To Go. Je vais avoir accès à de la nourriture pas chère. Je suis étudiante. Je dis ça parce que ma fille fait ça très souvent. Du covoiturage. On connaît ça dans notre vie personnelle. Ça existe aussi, cette mise en commun d'acteurs pour partager des usages, des assets et faire en sorte qu'in fine, on ait moins de flux physiques. C'est ça que le numérique aussi peut apporter, à condition d'avoir une approche systémique. Et si je reviens à vraiment une volonté de changement, et si je reviens à notre étude, c'est là où il y a encore un chemin à parcourir, c'est que seulement 20% des entreprises françaises nous disent qu'ils ont cette approche holistique, c'est-à-dire aligner la stratégie générale de l'entreprise, la stratégie développement durable et la stratégie numérique. Et c'est bien à la convergence de ces trois stratégies, en travaillant ensemble, qu'on a un changement systémique. Alors, vous avez parlé d'économie circulaire, par exemple, avec Vinted. Je voudrais vous redonner la parole sur le sujet de l'économie circulaire chez Orange. Comment ça se passe? Je sais qu'il y a un programme qui s'appelle Oscar, et je voudrais aussi savoir comment vos clients réagissent sur ce volet de l'économie circulaire et du réemploi. Je vais vous répondre, mais je voudrais rajouter quelque chose sur les points précédents. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train qui va changer radicalement la donne. C'est qu'on commence à avoir une maturité beaucoup plus forte des agences de notation RSE, alors que jusque-là, on avait surtout des agences de notation financière. Et ça change quand même la donne. Pourquoi? Parce que ça oblige à avoir des normes
qui vont être globalement, on peut penser quand même, uniformes. Et si c'est uniforme, grâce à tout ce qu'on a dit avant, travail sur les données, travail sur comment on atteint au moins des capacités à mesurer ces indicateurs précis, uniformes, et sur lesquels se baseront les agences de notation pour évaluer les entreprises, je pense qu'on va progresser de façon très rapide, parce que là, c'est vraiment en marche. Pour répondre maintenant à votre question sur le programme de recyclage. Donc le programme, on a deux programmes principaux, enfin plusieurs, mais je dirais les deux principaux, c'est le programme de recyclage des terminaux, donc le programme dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle RE et qu'on retrouve dans les boutiques, et sur lesquels on développe de plus en plus la même chose pour les entreprises parce qu'il y a une demande. Il y a une demande de plus en plus forte d'avoir des mobiles reconditionnés. La partie que vous avez appelée Oscar, c'est un nom de code, mais peu importe le nom, c'est la capacité à réutiliser là par contre des matériels que l'on a dans le réseau pour passer d'un pays à l'autre. Quand on est un opérateur international comme Orange et qu'on opère dans un très grand nombre de pays, les pays ne sont pas tous au même degré d'évolution, au même degré de maturité. Et ce n'est pas parce qu'on arrive à la fin d'une maturité ou d'un cycle dans un pays ou dans une zone, comme l'Europe par exemple, que c'est pareil en Afrique ou que c'est pareil partout. Et donc on réutilise tous les matériels qui arrivent aujourd'hui en fin de cycle, par exemple fin de 4G, fin de 3G même, pour les remettre en service dans des pays où ils sont encore très utiles, de telle façon qu'ils ont une deuxième vie et qu'on peut de ce fait rajouter, je ne sais pas moi, 5 ans de vie à ce matériel. Ça dépend des matériels. Mais... Donc, ce qui est non négligeable dans l'équation quand même d'empreinte carbone du groupe. Donc ça, c'est des choses claires, précises, qui se mesurent. Et j'ai un autre exemple aussi, on a énormément de programmes immobiliers, puisque si on veut là aussi évoluer vers des bâtiments qui sont plus green, donc il faut bouger. Quand on bouge, qu'est-ce qu'on fait des meubles? Les meubles, on les réutilise, on les recycle et on les réutilise systématiquement. Donc on voit qu'on est dans une logique complète dans l'entreprise de réusage, réutilisation, recyclage. Et on est bien là-dedans dans cette économie circulaire. Ça peut nous rendre optimistes. Alors, selon vous, toujours, Carole Davis-Filler, il ne faut pas que j'écorche votre nom, pardon, est-ce que le numérique pourrait même devenir l'allié, j'ai envie de dire, de la décroissance? Est-ce qu'on peut même imaginer ça? Waouh, ça y est, on a mis le pavé dans la mare, la décroissance, etc. Ce que je ne suis pas économiste, mais ce dont je suis certaine, c'est qu'il y a des choses à décroître. Il y a décroître la consommation d'énergie fossile, ça c'est sûr. Et je vous invite à lire, je fais une petite parenthèse, l'interview de Jean Jouzel, qui a poussé un coup de gueule après son accueil au MEDEF, interview dans les Échos, qui bouscule un peu le monde des énergéticiens pour dire attendez, arrêtez de croire qu'on peut continuer à utiliser l'énergie fossile. Je referme la parenthèse. Ça, je suis sûre qu'il faut décroître. Le numérique et la data peut nous aider à le faire. Si je suis un cimentier et que je sais exactement, grâce à l'IA, le moment d'arrêter mon process de fabrication, donc le moment d'arrêter de consommer de l'énergie, parce que j'ai atteint les bonnes caractéristiques de mon ciment, ça m'aide. Donc ça va dans le bon sens. Il faut aussi décroître. Il n'y a pas que la décarbonation, on connaît bien les enjeux planétaires. Il faut décroître d'utiliser de plus en plus de ressources, que ce soit des métaux ou d'autres ressources qui se raréfient, de polluer de plus en plus, décroître les flux physiques, décroître la production des trucs qu'on a chez nous. Ça, c'est sûr, il faut décroître. Mais en revanche, l'équation qu'on a à résoudre, c'est de faire en sorte qu'on retombe sur nos pattes en termes d'emploi et de viabilité de notre système économique et de notre protection sociale. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup à regarder du côté... il y a eu une table ronde sur l'économie régénérative. Elisabeth Delannoy parle d'économie symbiotique. Donc, de mettre en relation des acteurs pour se dire, moi, j'ai un data center, je produis de la chaleur. À côté, juste à côté, il y a la piscine qui a besoin de chaleur. Comment on fait en sorte que mon externalité négative devienne le meilleur allié de l'autre? Mais voilà, le truc, c'est le courage managérial de
secouer le modèle d'affaires. Et je pense qu'on en est là. Dans notre étude, 75%, bonne nouvelle, des entreprises nous disent commencer à regarder leur modèle d'affaires. Grâce aux data dont Nicolas parlait, ils sont aperçus que, ah bah zut, on ne va pas y arriver là, à notre objectif de décarbonation si on continue à produire des trucs. Et donc Decathlon, par exemple, s'est dit, en fait, on va arrêter de produire des trucs neufs, on va regarder si on tombe sur les pattes de la décarbo en jouant sur la location, sur la réparation, sur le réemploi. Est-ce que ça va suffire? Et même ça ne suffit pas complètement. Bref, la réinvention, c'est ça le nerf de la guerre pour les années à venir. Alors, il nous reste 5 minutes sur ce plateau. J'ai 2 dernières questions, on va dire plus exploratoires. La première, elle est pour vous, Nicolas Seba, si vous me voyez. Alors, j'aimerais évoquer la transformation sociétale qui va être amenée par ce qu'on appelle la générative AI. Qu'est-ce que ça va changer en 2 petites minutes pour nos entreprises? Tellement de choses, mais en 2 minutes. Ouais, merci. Je dirais ça va changer tout ou rien, voilà, ça dépend. Plus sérieusement, évidemment, là, ça fait des années qu'on parle d'IA. Ça restait finalement dans un univers et dans un vase clos entre experts. Et là est arrivé, en tout cas pour le grand public, ChatGPT et puis tous les LLM, etc. Et les autres modèles d'IA générative. C'est devenu un sujet sociétal mondial qui est devenu à l'agenda très très vite. D'ailleurs, la Commission européenne a déjà commencé à légiférer, à réguler sur le sujet. Et aujourd'hui, le changement majeur, en tout cas d'un point de vue sociétal de l'IA, de notre point de vue, c'est évidemment la démocratisation de l'utilisation de l'IA qui est donnée dans les mains de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être un expert, un enfant, un ado, n'importe qui peut utiliser aujourd'hui et manipuler la puissance de l'IA et de l'IA génératif au quotidien. Et donc ça va poser des questions majeures pour les sociétés, pour les entreprises évidemment, et donc des questions d'éthique, de transparence, de changement de business model, on l'a évoqué, évidemment pour les salariés eux-mêmes, parce qu'il y a pour les employés, il y a plein de nouveaux emplois qui vont apparaître. Hein. Le Forum économique mondial, alors pas breton, désolé, mais mondial, évalue qu'il y aura plus d'1 million d'emplois qui vont être créés d'ici 2027. Dans plein de métiers, des métiers rédactionnels, des métiers d'informatique, de design, etc. Évidemment, on va pouvoir se poser la question de comment on peut modifier, automatiser, transformer les modes de fonctionnement. Et donc, on a devant nous une responsabilité collective, que ce soit au sein des entreprises ou dans les sociétés en général, de pouvoir déterminer, définir la ligne de conduite, l'éthique, la transparence nécessaire et la conduite du changement au sens large du terme qu'on va falloir réaliser avec nos clients, nos employés, nos fournisseurs, etc. Voilà, donc c'est une révolution majeure. À quelle vitesse la France, l'Europe, puisque c'est à cette échelle-là qu'il faut le réfléchir et pas uniquement à la maille française. Hein, les champions, les leaders aujourd'hui et le niveau d'investissement en euros sont tels que c'est des champions européens qu'il va falloir construire, développer. Bon, j'imagine évidemment que des acteurs comme Orange en font partie. Voilà un bon exemple, je trouve, d'application, d'un volet numérique dont on sent bien qu'il y a une force qui peut être brillante et dont on sent bien aussi le côté obscur. Et donc là, en fait, je pense que l'enjeu, ça va être d'avoir un modèle objectif de valeur nette positive. Alors ça fait consultant quand je dis ça, mais en fait, à un moment, c'est de dire, OK, quel bénéfice j'ai pour l'être humain? Est-ce que je suis en train de détruire les neurones, la construction des neurones de mes enfants, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des plans que nous, on a eu quand on faisait nos dissertes, parce qu'ils vont chercher sur ChatGPT directement. Donc, ils n'ont pas fait leur construction neuronale. Voilà. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour l'humain? Il y a un bénéfice pour l'environnement? Ou est-ce qu'on est en train de cramer en mode black box de l'énergie sans pouvoir faire l'éco-conception que j'évoquais tout à l'heure, parce que ça nous vient tout cuit? Voilà, donc la valeur nette positive, là, sur tous les axes environnementaux, socio-éthiques, je pense qu'elle sera intéressante à objectiver. Allez, j'ai ma dernière question pour vous,
Gwenog Graal. On va parler de comptabilité extra-financière qui va devenir le centre de contrôle et de valorisation de la RSE des entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dernier sujet ? Oui. On voit bien l'enjeu, à vous entendre, on voit bien l'enjeu, c'est finalement la généralisation à toute la société et puis aussi à toutes les entreprises. Alors en France, on agit souvent de la sorte, c'est-à-dire qu'on commence par mettre un cadre réglementaire en place. C'est le cas, puisque dès 2023, il y a de nouvelles contraintes légales qui apparaissent sur le reporting extra-financier dit de durabilité, donc sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors comme d'habitude en France, ces critères-là vont concerner tout d'abord les grandes entreprises. Hein. C'est le modèle français, c'est toujours, on commence par les grandes entreprises. Donc en France, on va s'attaquer aux entreprises de plus de 250 salariés qui font un chiffre d'affaires de plus de 40 millions ou qui ont un bilan de plus de 20 millions. Donc c'est un effectif relativement restreint. Et si on s'arrête là, effectivement, ça risque de pêcher un peu sur la RSE en France. On aura un élargissement progressif des critères qui feront qu'on aura à peu près 50 000 entreprises en France qui vont être concernées puisqu'ils vont abaisser petit à petit les seuils. Mais il y a très peu de chances qu'ils généralisent, en tout cas par la loi. Donc 50 000 sur 4 millions, vous voyez bien qu'il y a juste un petit problème. Heureusement, je pense en tout cas que par capillarité, les TPE et les PME vont elles aussi se mettre à la RSE. Elles vont être très rapidement concernées parce que si elles veulent travailler avec ces 50 000 grandes entreprises, qu'elles soient grandes ETI ou grosses PME, eh ben, il va falloir qu'elles s'y mettent aussi parce que ce sont ces entreprises-là qui s'y sont mises déjà, qui vont contraindre les TPE à se mettre. D'où l'importance, et nous, en tant qu'experts comptables, on est convaincus que la RSE, c'est aussi une affaire de TPE. Les banques également vont jouer, je pense, un rôle très important dans cette généralisation de la durabilité dans les échanges professionnels, notamment par la mise en place des prêts à impact, hein, dont les taux préférentiels vont être réservés aux entreprises qui respectent certains critères. Donc on compte bien sur les banques aussi pour appuyer cette démarche. Alors c'est vrai qu'au-delà des contraintes réglementaires, on se rend compte que c'est vraiment une prise de conscience collective de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et la société et qui montre que la démarche RSE, en fait, elle est indispensable. Les enjeux, ils sont non seulement sur la planète et la société elle-même, mais bien évidemment, et c'est peut-être là, je pense, le plus important, c'est que la RSE, elle a un impact sur la performance et la compétitivité des entreprises. Parce que permettre à ces entreprises TPE d'aller répondre à des nouveaux marchés ou à des nouveaux appels d'offres parce qu'ils répondent à des critères, c'est leur permettre de leur ouvrir de nouveaux marchés et sûrement leur permettre une nouvelle croissance. Et puis, pour terminer, je dirais que pour moi, le respect du développement durable, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de présenter la plus belle image de l'entreprise et aussi d'attirer les nouveaux talents dans l'entreprise? On sait que les nouvelles générations sont sensibles à ces critères-là et tant mieux. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, je pense que ce n'est pas une mauvaise stratégie que de généraliser la RSE. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Donc, à tous les deux, si vous avez un dernier message, Jean-Marc Escalette, Carole Davis. Je commence. Je pense qu'on a entendu dans toutes les interventions que la machine était en marche et tant mieux, c'est la bonne machine, entre guillemets. Les grandes entreprises s'y étaient pris un peu avant parce que entraînées par l'international aussi, hein, le fait que ces choses-là commencent à apparaître un peu partout, entraîneront, comme vous venez de le dire, tout l'écosystème, parce que dans les critères qu'on va mettre pour travailler avec un tel ou un tel, on va retrouver ces critères de normes, entre guillemets, en dessous desquels on ne pourra plus travailler correctement, quoi. On sera amené à rester dans un scope beaucoup plus étroit. Donc je pense que c'est le début d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon de voir.
les outils sont en train de se mettre en place pour le mesurer. J'insiste là-dessus parce que tant qu'on n'a pas la capacité à mesurer ce qu'on fait, on ne progresse pas en fait. Donc ça, c'est clé. Et il faudra qu'on puisse les démocratiser pour que même les petites entreprises puissent le faire, ce qui n'est pas encore le cas. Donc on va, je pense, dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on sent que les choses sont en marche. Donc on va dans la bonne direction, on va dire. Alors moi, j'ai visité récemment la maison de Jean Monnet. Vous voyez qui c'est, Jean Monnet? Et après la guerre, il a dit une phrase qui m'a beaucoup parlé, moi, dans cette époque, qui dit « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise. » Mon espoir, c'est que la crise, là, on la voit bien, quoi. Enfin, on voit bien les feux, on voit bien enfin, tous les jours, là, on la voit, la crise, quoi. La nécessité... comme Gonod disait, elle est là aussi, la réglementation européenne, la CSRD, la taxonomie, c'est 1er janvier 2025 sur l'exercice comptable 2024. Donc, il y a tout qui nous pousse à nous, enfin dirigeants d'entreprise, et je me mets là-dedans parce qu'il y a encore plein de travail à faire chez Accenture, de nous en saisir et d'aller... et là, je vais faire une métaphore rugbyistique parce que 8 septembre, bientôt la Coupe du Monde, d'aller engager ce sport de combat collectif où il faut transformer les essais. C'est ça, le développement durable. Merci. Allez, on ne fera pas le haka, mais merci pour ce dernier message. Merci à vous quatre. Bravo pour la clarté de vos propos.